Radio Cœur de Savoie, Radio-Télévision aujourd'hui. Je suis à côté de Monsieur Dufour, qui est donc apparemment président de l'organisation 100% Savoie. Non, alors Savoie Live. Savoie Live, ok. Voilà. Donc alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette association. Alors Savoie Live, c'est une association que j'ai créée au mois de septembre. Ça fait déjà maintenant 4-5 ans que je travaille sur l'histoire de la Savoie, pour faire connaître l'histoire de la Savoie. Et donc il nous fallait une organisation un peu historique. D'accord, ok. Donc vous avez déjà des adhérents, comment ça fonctionne? Oui, alors on a une 50aine d'adhérents. Voilà. Alors après, l'association s'est créée autour d'un noyau d'amis qui étaient déjà passionnés par l'histoire. Donc moi je suis collectionneur. Et donc je mets à disposition mes collections à disposition de l'association pour créer des expositions. Et puis il y a d'autres adhérents dans l'association qui sont également collectionneurs, ce qui nous permet de densifier nos expositions. D'accord, voilà. d'accord. Vous fonctionnez comment? Parce que j'imagine que pour avoir des œuvres telles que j'ai vues en arrivant là dans le petit musée exposé, il faut quand même des moyens, parce qu'il y a des ouvrages qui valent quand même une petite fortune et qui sont rares. Oui, alors bon, c'était pas... il n'y avait rien de prémédité en fait. La collection elle est venue, c'est une conséquence un petit peu de l'investissement que j'ai eu sur le travail sur l'histoire, puisque je me suis... Vous étiez déjà passionné d'histoire à la base? Pas du tout. Même pas? Pas du tout. En fait, c'est en fait l'origine de tout ça, c'est mon engagement politique. D'accord. Alors expliquez-nous, c'est intéressant. Alors en 2020, j'étais candidat aux élections municipales à Annecy, et on portait un projet citoyen sur le municipalisme libertaire, qui est le fonctionnement en assemblée citoyenne, où les décisions sont prises par les citoyens. Et lors des réunions d'information que l'on faisait, il y a des gens qui sont venus dans la réunion et qui sont venus me voir à la fin et qui m'ont dit, mais en fait, ce que tu nous racontes là, sur ton système politique, c'est comme ça que marchait ton pays avant. Et là, j'ai été interpellé par cette... et donc, je suis allé voir, parce que je n'avais pas de connaissance de la Savoie en tant que pays, quoi. Parce qu'avant, à l'école, on nous dit, avant, vous étiez italien. Moi, à l'école, on m'a dit, avant, vous étiez italien. Oui, c'est souvent la version qui est donnée. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à aller voir, et j'ai constaté qu'effectivement, la Savoie a une histoire conséquente. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire. J'ai dit, faut que j'apprenne mon histoire, en fait. Et donc, en voulant apprendre mon histoire, j'ai fait la recherche d'une frise historique, parce que c'est comme ça que j'avais appris à l'école. Et quand j'ai pas trouvé ce que je cherchais, j'ai dit, moi qui suis un homme de communication, j'ai travaillé 15 ans dans la pub, j'ai dit, je vais faire cette frise historique, comme ça on pourra apprendre l'histoire. Vous avez fait le lien entre votre métier... Voilà. Et donc j'ai réalisé ce premier ouvrage, qui est cette frise qui fait 3 mètres de long, qui retrace les 1000 ans d'histoire. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'histoire de la Savoie et de la transmettre à mes enfants, parce que c'était ma volonté. Et donc de fil en aiguille, j'ai commencé, après m'intéresser de très près à l'histoire, à commencer à acheter une pièce, une autre pièce, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'est née la logique de collectionneur. Du coup, les enfants suivent un petit peu la lignée ou bien? Complètement. Alors mes 2 enfants sont membres fondateurs de l'association. J'ai un de mes enfants, le premier, qui fait des études d'histoire à la Sorbonne. Donc on passe des longues soirées au téléphone à parler des Carolingiens, des Mérovingiens ou des comtes ou des ducs de Savoie. Donc oui, ils sont tous les deux impliqués dans l'association. Et puis c'est un peu leur héritage aussi, puisque comme vous l'avez dit, c'est des sommes conséquentes, c'est sur des fonds propres que se financent ces achats. Donc l'évaluation de nos collections aujourd'hui, c'est pas loin de 100 000 € quand même. D'accord, ok. On peut dire que l'avenir de la famille Dufour sur l'histoire de la Savoie est assuré du coup. Alors oui, en tout cas, j'aurais réussi à transmettre à mes enfants le flambeau pour qu'ils prennent le relais. Ok. Et moi je propose qu'on voie un petit peu l'exposition parce que c'est particulièrement intéressant. On a fait un peu le tour, mais vite fait tout à l'heure, mais je pense que ça mérite qu'on y mette un regard. Parce que là, il y a de quoi, je pense, moudre. Oui, alors c'est une exposition éphémère, la lieu pour la journée, donc c'est une partie de nos collections, bien sûr, on ne peut pas tout amener. Et on a pour ambition de créer un musée, en fait. Ça, c'est le projet qu'on porte maintenant. C'est de constituer un musée en bonne et due forme. Donc c'est une vocation en fait de réinformer les Savoisiens, leurs origines, leur histoire, c'est fondamental. Oui, en fait aujourd'hui, je pense que, beaucoup l'ont dit, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Exactement. Et puis cette histoire est quand même tellement extraordinaire que c'est quand même hallucinant qu'on l'ait gommé comme ça en très peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu, selon vous, peut-être une volonté aussi d'effacer un peu Bien sûr, c'est évident que quand vous récupérez un territoire comme la Savoie qui a été indépendante pendant presque 1000 ans, il faut l'intégrer au territoire. Alors les choses se sont faites un peu au forceps, on le verra dans la conférence. Et oui, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait une volonté de tirer un trait sur cette histoire. D'ailleurs, à cette occasion, en 1919, tous les livres
livres d'histoire, puisque l'histoire était enseignée par la République française en Savoie, et tous les livres d'histoire ont été rassemblés dans les cours d'école pour être brûlés. Et à partir de cette date, voilà, on nous dit maintenant, avant vous étiez italien. On nous résume la situation. Je propose qu'on avance un petit peu sur l'expo. Volontiers. On remonte au plus loin quand Alors l'origine c'est 1032, naissance de la maison de Savoie, Humbert au Blanchemin, 1032. Alors il est confirmé en 1003, mais le décret, en tout cas la date officielle retenue par les historiens est 1032. Voilà. Donc ça c'est l'origine de la maison de Savoie. Et puis donc on couvre à travers les différentes évolutions du territoire, puisque au départ c'est le comté de Maurienne, ensuite va apparaître la notion de comte de Savoie. Donc effectivement sur cette frise, alors je l'ai voulu volontairement très graphique pour aussi attirer un peu les enfants. Et donc toutes ces zones qui sont présentes en noir, c'est les zones d'occupation successives que va connaître la Savoie. Donc il y en a eu 6 d'occupation au fil du temps, essentiellement des occupations françaises. Alors je dis essentiellement parce qu'il y a quand même une occupation espagnole, la couronne d'Espagne, mais c'est consécutif au fait qu'on va obtenir la Sicile et la Sardaigne. La Sicile était propriété de la couronne d'Espagne et ils vont la récupérer, ils vont nous redonner la Sardaigne, mais ils ne sont pas très contents, la couronne d'Espagne, et c'est pour ça qu'ils vont débarquer à un moment donné et on aura une période d'occupation. Et donc c'est François Ier, d'ailleurs, qui est le fils de Louise de Savoie quand même, ce qui est quand même, sa mère est une de Savoie. Et François Ier va occuper la Savoie. En fait, c'est la volonté des rois de France de conquérir les terres en Italie. Et donc la royauté française veut absolument conquérir les terres en Italie. L'Italie n'est pas unifiée. Ils estiment que l'Italie leur revient. Et donc ils vont mener 13 guerres en Italie. Et pour aller en Italie, vous passez par la Savoie. Et donc ça va provoquer plusieurs conflits successifs et des périodes d'occupation plus ou moins longues. Voilà. Et donc le point d'infléchissement, c'est ici, c'est Amédée VIII, puisque avant on a le comté de Maurienne, donc 1032, Humbert Blanchemin, fondateur de la maison de Maurienne. La participation d'un premier comte à une croisade, puisqu'on a participé aux croisades. Amédée III sera le premier souverain à participer à la deuxième croisade. Et puis ensuite, c'est d'ailleurs à partir d'Amédée III que va commencer à apparaître la notion de comte de Savoie. Ça sera frappé sur ses pièces. Et puis le comté de Savoie va évoluer jusqu'à Amédée VIII. Et Amédée VIII va transformer le comté de Savoie en duché. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, on va commémorer la transformation en duché, qui est le 19 février 1416, puisque un duché est un pays souverain, alors qu'un comté est un pays afféodé au Saint-Empire. Donc voilà, c'est une évolution majeure du territoire. Et puis ensuite, on va arriver dans cette période ici, où on va faire l'acquisition d'un titre de roi, avec donc le roi de Sicile et puis le roi de Sardaigne. Voilà. Alors il y a un titre qui sera acheté quand même par le fils d'Amédée VIII, qui est le titre de roi titulaire de Chypre et de Jérusalem, puisqu'il est marié avec Anne de Lusignan, qui est la dynastie de Chypre. Et donc ils vont acquérir ce titre, mais c'est un titre honorifique. Il y a d'ailleurs un château sur l'île de Chypre, la famille des Lusignan. Oui, bien sûr, c'était la dynastie régnante de Chypre. Ok. Donc on va avoir une grande occupation ici au lendemain de la Révolution française. Donc la Savoie va être envahie par les révolutionnaires français en 1793. Ensuite va arriver l'Empire avec Napoléon Ier. Donc on sera sous occupation de l'Empire napoléonien, avec la création des 2 départements, donc département du Léman et département du Mont-Blanc, qui seront créés à l'occasion de l'Empire. Et puis à la chute de Napoléon, 1815, on va retrouver donc la souveraineté. La Savoie retrouve son duché et le royaume de Piémont-Sardaigne, enfin le royaume de Sardaigne, pardon, pas que je dise de Piémont. Le Piémont, c'est une principauté. Le royaume de Sardaigne. Et puis à partir de 1860, donc traité de cession signé entre Victor Emmanuel II et Napoléon III, et la Savoie, effectivement, c'est une zone d'occupation, puisque depuis, on est inclus dans la République française. Ouais, parce qu'en réalité, ils n'ont qu'un acte de propriété de titre sur la Savoie. Alors, c'est très ambigu. Moi, je ne suis pas un spécialiste du droit international. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décret international, le Congrès de Vienne, qui est la base de la diplomatie moderne, quand même. Donc, elle pose des fondamentaux qui sont très importants. Dans ce Congrès de Vienne, on a donc le traité qui est la chute de Napoléon. C'est comment on retrouve une situation post-napoléonienne à l'international. Donc, ce traité est signé par toutes les puissances, la Russie, l'Angleterre, ainsi de suite. Et dans ce traité, donc, la Savoie va donner les terres à la ville de Genève pour que Genève devienne un canton suisse. En contrepartie, la Savoie va acquérir la neutralité helvétique et perpétuelle, et donc vont être créées 2 zones franches. Et en fait, en 1860, il n'y a aucun acte qui... D'ailleurs, si vous prenez les journaux de 1860, dans les journaux de 1860, Napoléon s'engageait à traiter la question de la neutralité. Ça ne sera jamais fait. Et donc, cette neutralité, alors on dit qu'elle a été levée de fait par la cession, mais il n'empêche qu'en 1919,
il y a dans le traité de Versailles une ratification entre la France et la Suisse pour abolir cette neutralité, ce qui pose un vrai problème, puisque un traité international ne peut être défait que par les signataires du traité. Oui, et donc il n'y a pas eu de reconvocation des autres puissances du Congrès de Vienne. C'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Donc est-ce que justement ça peut être valable aujourd'hui? Alors, si vous interrogez des spécialistes du droit international, oui. En fait, ce qui manque aujourd'hui à la Savoie pour qu'elle retrouve ses droits, c'est un peuple, en fait. C'est ça qui est ténu. Après, il y a d'autres biais également qui ont été induits en 1947 à la reconduction des traités internationaux. Donc la France aurait dû reconduire la propriété de la Savoie auprès de l'ONU, des Nations Unies, pardon. Et donc, cette inscription n'a jamais été faite. Après, c'était trop tard. Donc, ils avaient 6 mois, je crois. Oui, il y avait un délai, mais il a été dépassé. Alors, voilà, donc tout ça est assez ténu, en fait. En termes de droit, le droit existe, mais il n'est pas respecté. Hein, c'est un peu ce qui se passe. Et puis, ce qui crée des zones des fois de conflit ou d'interrogation. Hein. D'ailleurs, il y a une jurisprudence quand même, c'est le tribunal de l'Haye qui va condamner la France en 1932 pour non-respect de la petite zone franche, donc qui est lié au même traité, hein, en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que cette question, elle est un peu ténue. Donc là, on a une représentation. Donc le territoire de la Savoie, il a toujours été organisé avec des provinces. Hein, parce que c'est une manière, pour finir, c'est un fonctionnement très fédéraliste. Hein. Donc chaque province a des spécificités. C'est sûr que les problématiques de la Tarentaise ne sont pas celles du Chablais. Hein, entre Évian et Bourg-Saint-Maurice, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc ces provinces, elles vont évoluer au fil du temps. Donc, à l'origine, il y en a 6 grandes provinces. Hein, ils auraient eu leur propre administration. Oui, alors bien sûr, chaque province, hein, donc dans les différentes organisations politiques, il y avait une représentation par province hein, au fil du temps. Donc, par exemple, les sénateurs étaient issus des provinces et ainsi de suite, hein, quand on avait une monarchie constitutionnelle. Mais donc, les provinces ont toujours eu des latitudes pour organiser et gérer. Hein. C'est toujours été une gestion décentralisée. Donc, ces provinces originales, il y en a 6. Donc, le Chablais, le Genevois, le Faucigny, la Tarentaise, la Maurienne, qui sont les 6 provinces originelles qu'on voit ici. Donc le premier là-bas, c'est la Maurienne, hein, avec l'aigle du Saint-Empire et le fond jaune, hein, et la tour de Bérold. Ensuite, vous avez le blason de la Tarentaise. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la Savoie propre ou la Savoie ducale. Donc la Savoie propre, non pas que les autres soient sales, hein. La Savoie propre, c'est à proprement dit. Hein, dite. Donc c'est la Savoie frontière avec la France. Ensuite vous avez le drapeau du Genevois, donc le damier bleu et jaune. La province du Faucigny. Donc le Faucigny, hein, c'est de Bonneville jusqu'à Chamonix. Et puis donc la province du Chablais, dans laquelle nous nous trouvons, hein, donc le Chablais. Alors maintenant qu'il a été une partie du Chablais appartient à la Confédération helvétique, le Chablais valaisan. Hein. D'ailleurs, il a été question à une période où on parlait d'un canton suisse. Oui, alors ça a été une discussion notamment en 1860, hein, où le Chablais a failli rejoindre la Confédération helvétique hein, avec le Valais, et puis ça s'est pas fait. Et donc ça c'est le blason de la dernière province qui a été créée en 1816, que peu de gens connaissent, qui est la province de la Haute-Savoie. Parce que avant que la Haute-Savoie devienne un département, c'était une province, et donc elle a été constituée au cœur du duché de Savoie, autour d'Albertville, qui inclut la cité médiévale de Conflans. Et donc c'est la 7e province qui sera créée en 1816. Alors il y en a eu jusqu'à 13 hein, des provinces, hein. Donc c'est des organisations qui fluctuaient un peu au fil du temps. Voilà. Les 2 tours, c'est... Les 2 tours, c'est des références. Alors, j'ai pas la référence exacte, mais c'est lié effectivement à des constructions. Je pense qu'il y a certainement une référence à la cité de Conflans, hein, la cité médiévale de Conflans, et des places fortes. Tout à fait. Donc, alors, on est en face de Saint-François-de-Sales, qui est venu à une période convertir le Chablais au catholicisme, qui était à l'époque protestant, qui a d'ailleurs résidé près d'ici, au château des Inlages. Il y a un très beau volume ici devant. Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, il y a 2 ouvrages ici en fait qui sont donc des écrits de Saint-François de Sales. Hein, donc il y a ces 2 tomes en fait. Hein, donc c'est des. Ça c'est des exemplaires originaux. Alors c'est des originaux, hein, bien sûr. Hein, ce sont des originaux, donc qui datent de 1696 si je ne m'abuse. Donc voilà, donc ça c'est des écrits de Saint-François de Sales. Donc c'est deux beaux ouvrages que j'ai pu récupérer, qui sont dans un très bel état, que j'ai eu le plaisir de pouvoir racheter chez un collectionneur. C'était un collectionneur privé, non? Oui, un collectionneur privé, ouais. Avec également... alors ça, cette gravure, elle est intéressante parce qu'elle a été faite à Genève par une imprimerie qui n'existe plus. Je pense que c'était certainement à l'occasion de... À mon avis, elle date de 1918, à l'occasion donc d'un jubilé de la naissance de Saint-François de Sales. Et donc, elle a été éditée, j'ai fait des recherches, par une ancienne imprimerie de Genève, donc j'ai pu la dater, hein, effectivement. Et donc c'est un très beau cadre également que j'ai pu racheter chez ce collectionneur, quoi.
Saint-François de Sales qui était de la famille de Sales près d'Annecy. Alors, famille de Sales à Torrent, qui est né au château de Torrent. Voilà. Et donc, Saint-François de Sales, effectivement, dans ses missions, puisque avec la montée du protestantisme, une grande partie du Chablais va se convertir au protestantisme. Et donc, Saint-François de Sales, rien par violence, tout par amour, donc armé de sa Bible, ira reconquérir le Chablais. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est le saint patron des écrivains et des journalistes, puisque Saint-François de Sales va être le premier à utiliser l'imprimerie pour imprimer des tracts de propagande qu'il allait mettre sous les portes. Sous les portes à Thonon. Et c'est pour ça que c'est le saint patron des écrivains et des journalistes. Ok, en fait, voilà. Ça c'est intéressant ce que vous dites. Voilà. Alors ici, là, on est dans une partie qui recense des œuvres historiques majeures. Donc là, on a la chance d'avoir un écrit. Donc, alors, je n'ai pas encore fini les travaux et le petit carton d'information, mais donc ça, c'est un écrit d'un souverain. Je pense que c'est Charles Emmanuel. Et en fait, ce qui est assez rare, c'est qu'on a un sceau intégral, complet, qui n'est pas abîmé, avec le cachet de la maison de Savoie. Donc, on a pas mal d'écrits comme ça qui sont très intéressants à étudier, en fait. Ici, on a un magnifique livre. Ça, c'est le Code des lois de Antoine Favre, donc un ouvrage qui date de 1620, c'est le recueil des lois de la Savoie. Savoir qu'elles vont durer jusqu'en 1860 et que Antoine Favre, qui est un éminent juriste, va inspirer beaucoup, notamment le Code Napoléon, puisque le droit de la Savoie sera étudié et le rapport des émissaires qui étudient le droit de la Savoie rapporte à Napoléon, lui disent comment un souverain peut laisser autant de droits à son peuple. Ça c'est impressionnant. Et en fait, en Savoie, une des particularités, c'est qu'on légiférait sur ce qui posait problème. Et donc le Code des lois, tout le monde devait pouvoir l'avoir sur soi. Il y avait un code civil, et on en a des exemplaires. Petit document que vous pouviez avoir dans la poche. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, et là, vous pouviez vous y référer en permanence. Alors là, je vois permission au Dauphinois. Ouais, alors, permission au Dauphinois. Alors oui, nos échanges avec le Dauphiné sont entachés de beaucoup de conflits, ainsi de suite. Oui, alors avec le Dauphiné, qui est proche de la couronne de France, on va le conquérir, on va le reperdre, et ainsi de suite. Et donc là, c'est une période où on définit un certain nombre de droits. Alors c'est un recueil, ça c'est très intéressant, c'est le recueil de tous les édits qui ont été faits depuis Emmanuel Philibert jusqu'à 1700. Donc pareil, c'est des documents qui sont absolument importants parce que là, vous retrouvez toutes les décisions politiques importantes en fait. Alors bon, on n'a pas encore fini d'étudier tout ça. Alors là, ça c'est étonnant, le Code civil du roi de Sardaigne. Voilà, le Code civil de 1837 par exemple. Donc là, c'est un Code civil complet. Donc c'est très intéressant à lire parce que c'est d'une logique implacable. C'est-à-dire que la loi a été écrite aussi de manière à ce que tout le monde puisse la comprendre. Donc c'est extrêmement simple, très intéressant à lire comme ouvrage. Et puis alors à côté, là, on a vraiment une relique. Donc ça, c'est une version imprimée des statuts du duché de Savoie, qui seront publiés par Amédée VIII en 1430. Et c'est une version imprimée de 1530, donc à peine moins de 100 ans avant l'invention de l'imprimerie, après l'invention de l'imprimerie. Et donc, c'est les statuts de la Savoie qui seront écrits par Amédée VIII pour organiser une constitution, quelque part, qui organise la vie politique et administrative de la Savoie. Voilà. Avec plein de bon sens, j'imagine. Oui, alors ça date de 1430, donc vous avez par exemple tout un livre qui traite sur l'habillement, c'est-à-dire comment on doit s'habiller, puisque ça reflète également votre statut social. C'est une période où les Juifs sont chassés en Europe et donc sont tolérés en Savoie, et donc peuvent venir se réfugier en Savoie. Et donc il y a toute une partie sur le culte et les pratiques du culte. Il y avait une sorte de morale publique, non? Oui, alors d'ailleurs va être instaurée la justice. La justice a toujours été très forte, et les souverains ont très bien compris qu'en fait il fallait avoir une justice forte pour que le peuple soit apaisé. Et donc, les cours de justice permanentes vont arriver dès le XIIe siècle en Savoie. Avant, elles étaient itinérantes. On va mettre beaucoup de moyens dans la justice. Et Amédée VIII va notamment créer dans ses statuts l'avocat des pauvres. C'est-à-dire que même les pauvres ont droit à un avocat, et c'est le meilleur avocat qui défend les pauvres. D'accord. Contrairement... Voilà. Et là, vous avez donc, ici, c'est le sceau d'Amédée V. Donc Amédée V, c'est le souverain qui va entériner définitivement les couleurs de la Savoie qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le drapeau de gueule à croix d'argent. Avant, les armoiries de la Savoie étaient celles du Saint-Empire romain germanique avec un aigle à une tête. Donc un drapeau jaune avec un aigle à une tête. Alors ça va évoluer avec Amédée III qui va faire les croisades, mais c'est vraiment Amédée V, dit le Grand, qui va entériner définitivement dans les armoiries de la Savoie. Il y a eu une grosse implication de la Savoie dans les croisades? Alors essentiellement avec Amédée III qui a participé à la deuxième croisade, mais qui était à la tête effectivement de la croisade auprès des autres grands d'Europe, et qui va les combattre, qui va amener les troupes et les croiser jusqu'à Damas, combattre. Voilà. Il mourra d'ailleurs sur le retour de cette croisade à Chypre. Il sera enterré à Chypre. Comme beaucoup. Voilà.
Ok. Et ça, c'est pareil, c'est un livre très très rare. Hein. C'est un livre qui a été édité en 1702, qui est un recueil avec les 35 gravures, qui d'ailleurs ont été. Les études sont faites par un Annécien qui a réalisé ces travaux. Et donc, ce livre contient les 35 gravures, les 35 portraits des souverains, des 35 premiers souverains de la Savoie. Voilà. D'accord. Donc, document très quasiment unique, dans cet état-là et complet, en fait. Non pas qu'il n'y en ait pas d'autres. Mais... Alors là, on sort un peu de la partie libraire, je dirais, si on peut le dire. Oui, un livre historique. Ouvrage, dire, en tout cas. Ouvrage historique, et puis on arrive là sur une table où se trouvent des outils. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'a pas amené toutes nos collections, mais il y a quelque chose d'important, c'est le travail du bois en Savoie. On va beaucoup travailler le bois, hein, ça fait partie des choses en montagne, on se fabrique les bols. Voilà, hein. Donc là, vous avez... alors, c'est pas un rabot, d'ailleurs, je vais me faire engueuler si je dis pas le bon nom. Je crois que c'est un Bruno ou quelque chose comme ça. Hein. Ah oui. Voilà. Et donc, oui, alors, pourquoi on a mis des toupies? Parce qu'en fait, les toupies, c'est un jeu qui a été inventé au XIIIe siècle. D'accord. Et donc, on jouait beaucoup aux toupies. Et il y a un autre jeu également inventé à la même époque, c'est les quilles. Alors, j'ai pas amené le jeu de quilles, mais on a un jeu de quilles également. Et donc, alors ces toupies, c'est un ami tourneur qui nous les a refaites. Il y en avait qu'on pouvait lancer qu'une ficelle, non? Alors, non, celle-ci s'est amusée surtout. Pierre, il s'est amusé à faire des formes un peu, un peu sympas, voilà. Mais on voulait faire cette référence au jeu aussi parce que moi-même, mon grand-père me fabriquait des toupies quand j'étais gamin, donc ça a un peu de nostalgie aussi. D'accord. Alors on retourne un petit peu dans les livres, dans les volumes. Alors là on est sur les couleurs. Alors là effectivement, type de livre? alors là on est sur une représentation qui est tournée vers la peinture et l'art pictural, qui est un art majeur en fait en Savoie et qui est très peu connu. Hein. On va avoir un art pictural parce qu'en fait on va installer aussi beaucoup de congrégations, de prêtres et ainsi de suite, de monastères. Parce que souvent le travail de ces gravures se faisait dans des monastères. Oui, alors tout à fait. À l'origine, hein, et d'ailleurs on le voit dans ces deux ouvrages qui tracent les travaux de la peinture du XIe au XVe siècle en Savoie, c'est essentiellement des peintures rupestres qui sont faites dans les églises. D'accord. Et donc ça c'est des travaux qui sont absolument remarquables et très peu étudiés, c'est fort dommage en fait. Hein. Et donc on a ces deux ouvrages qui ont été faits par Gardet, qui est un éditeur contemporain qui date du XXe siècle, qui est à Annecy, mais qui s'est pris d'amour un peu pour la peinture et qui a fait ces ouvrages qui sont magnifiques sur du papier Moyen-Âge pour retracer un peu ce travail de la peinture. Là, l'apocalypse figurée des ducs de Savoie. Alors, ça c'est autre chose. Ça. Alors voilà. Donc là, l'origine, c'est le travail de la peinture. Ensuite, effectivement, les souverains vont s'intéresser au monde des arts, et notamment donc Amédée VIII, et même avant Amédée VIII, en fait, le tout premier ouvrage enluminé, il vient de Édouard de Savoie. Édouard de Savoie, donc qui est un comte vers 1300, va être marié avec Blanche de Bourgogne. Et donc Blanche de Bourgogne, qui est l'épouse du comte Édouard de Savoie, va commander un livre enluminé